En fait, cette rencontre, j'ai essayé de la faire en 3 moments. Un, il était important pour moi, comme Hervé le signalait, de parler un peu du monde dans lequel on travaille actuellement, puisque le monde de l'enseignement, il a clairement un impact du numérique. Et donc, dans quel monde on se trouve actuellement par rapport au numérique, par rapport à la multimédia pédagogique, par rapport au monde de la connaissance, et aussi ensuite quelle place on peut y trouver nous dans ce monde, en tant qu'enseignant, en tant que consommateur du savoir, en tant qu'utilisateur du savoir, parce qu'il y a une grande chose que les gens oublient, je vais le répéter toute la matinée, c'est que dans le multimédia pédagogique, 70% de votre travail, il est déjà fait. Il ne faut pas tout refaire. On a des millions de vidéos qui existent. Donc quand je travaille une thématique avec mes étudiants ou avec mes professeurs, je n'ai pas besoin d'inventer une vidéo si je trouve un concept extraordinaire qui a été expliqué brillamment par quelqu'un sur une vidéo. Il existe actuellement des millions de vidéos en ligne. Apprenez à les collationner ensemble, à les structurer dans un scénario qui est le vôtre. Mais en fait, les gens voient un peu la vidéo comme un produit de consommation simple, alors qu'en fait, c'est un objet pédagogique. Et dans la notion du Learning Object Model, les objets pédagogiques, c'est la collation de plusieurs objets et de les mettre ensemble qui fait un scénario. Et donc, servez-vous dans ce qui existe, c'est déjà le premier principe. Parce que si c'est sur YouTube, il y a des droits. Donc, le droit d'utilisation, il est là, vous respectez le droit de citation. Et on peut construire un cours complet sans même produire une vidéo soi-même. Maintenant, comment choisir une bonne vidéo, comment identifier qu'elle a des bonnes qualités? Ce qu'on va faire ce matin vous servira justement à avoir un regard plus critique par rapport à ça. Pourquoi c'est utile de faire ça aussi quand un étudiant, qu'on le veuille ou pas, nos étudiants sont sur YouTube? C'est clair. On verra tantôt quelques chiffres qui le prouvent, mais moi je le vois tous les jours. Maintenant, est-ce que nos étudiants ont l'esprit critique suffisamment aiguisé que pour voir des ressources cohérentes? C'est un problème. Donc peut-être le rôle de l'enseignant maintenant, c'est aussi un rôle de pouvoir véhiculer le savoir et véhiculer l'esprit critique qu'il faudrait avoir derrière pour travailler également. Même vos élèves chez l'école primaire passent leur temps, enfin s'ils ont des parents pas trop regardants, ils passent leur temps sur YouTube. Je rigole toujours parce qu'en fait, j'ai une fille de 11 ans enfin j'ai des grands-enfants, mais j'ai une de 11 ans, et quand elle avait 6 ans, elle adorait faire du crochet. Et donc elle fait des personnages de Star Wars en crochet, enfin, voilà, elle est passionnée par ça. Et du coup, elle regardait des tutoriels sur YouTube en anglais, s'il n'y avait pas en français. Et moi, j'ai une fille de 11 ans qui parle en anglais avec un accent texan horrible, parce qu'elle a regardé, étant très jeune, des tutoriels de knitting en anglais. Et quand des amis américains passent à la maison, ils disent, mais attends, elle vient d'où elle? Parce que, donc voilà, n'imaginez pas le pouvoir que ça a un pouvoir énorme. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Donc comment nous, on y trouve notre place comme prof, et puis surtout, enfin aussi, comment garder le focus sur la qualité pédagogique et le développement professionnel. Parce que vivre dans ce monde, c'est bien, mais comme partout, il faut vivre avec des principes. Et moi, je suis pédagogue, donc j'ai des principes pédagogiques sur lesquels je ne déroge pas. Et ces principes-là, je les applique dans ma réflexion sur le numérique aussi. Alors, dans quel monde vivons-nous? C'est clair qu'on vit un monde... Alors, je me rappelle, j'ai fait une vidéo mais sur mon ordinateur, mais je vous enverrai le lien. Je voulais rendre hommage à Michel Serres, qui est décédé ce week-end, qui était un homme assez formidable. Et je ne sais pas si vous avez l'occasion d'écouter Michel Serres. Il avait une vision sur la place du numérique et le fait que nos sociétés changeaient. Et lui disait, en fait, on nous pousse à changer l'école, alors que l'école, elle ne réussit qu'à 10%. Alors lui, il estimait qu'on est dans une société dans laquelle le savoir est disponible pour tout le monde, par tout le monde. Et donc, ça ne sert à rien de trop embêter les enseignants avec ça. On ne peut pas demander aux enseignants d'être nouveaux producteurs de contenu. Par contre, on doit les apprendre à utiliser ce qui est fait par la société au sens large du terme. Et Michel Serres avait le terme de société pédagogique qui me plaisait bien. Il expliquait qu'en fait, la pédagogie dépasse l'école depuis quelques années. Et qu'en fait, si on veut changer l'enseignement, la réforme de l'éducation, il faut l'avoir dans une strate beaucoup plus méta que la simple école. Et qu'il faut justement apprendre à vivre dans cette société de consommation du média, parce que lui-même expliquait, il était prof à l'université aussi, Michel Serres, il dit, écoutez, il y a 20-25 ans, j'étais sûr, quand je donnais mon cours, que les étudiants ne savaient pas ce que j'allais dire. Je donnais un cours, je commençais mon cours, j'allais avoir un principe, il n'était pas question que les étudiants sachent la moindre chose quasiment sur ce que j'allais raconter, alors qu'actuellement, c'est plus le cas. Si un étudiant sait qu'il vient me voir pour la pensée manichéenne, par exemple, il y a des étudiants qui vont googler avant, qui vont regarder des vidéos, et donc je vais avoir des étudiants devant moi, quand on va été voir avant, et donc le savoir ne m'appartient plus, il n'est plus chez moi. Je vous aurai le lien dans la présentation, mais voilà, il est décédé samedi, il avait 88 ans,
mais c'est un personnage assez intéressant qui a une vision philosophique de la société et de la pédagogie que je trouve remarquable et très humaniste, ce qui est assez rare, puisque on reproche souvent au numérique des pragmatiques, il avait une approche numérique assez sociale et humaine. Alors, on vit dans un monde où multimédia est omniprésent, en effet, puisque YouTube, c'est le réflexe de tout le monde. Qui utilise YouTube pour ses cours ou sa vie quotidienne? Oui, tout le monde, c'est bien. Pourquoi vous utilisez YouTube? Un usage. Pour chercher des idées, j'en sais rien, pour voir comment d'autres personnes ont expliqué un concept sur lequel j'ai la peine à trouver une manière de le présenter. Très bien, ok. Très important ça, justement, cette nourriture de la dissonance cognitive. Plus vous allez voir un même concept avec des principes différents, plus vous allez renforcer sa mémorisation. Donc c'est là que la vidéo intervient aussi. Et c'est là que les MOOC interviennent aussi. Moi, les MOOC interviennent pour ça aussi. J'ai des amis qui ont des enfants à l'université en Belgique en psychopéda, en sciences de l'éduc. C'est le cours de stats en première année qui tue tout le monde. Mais en Belgique, il y a un taux d'échec de 75% en première année à l'université. Hein, et j'avais un ami dont la fille avait fini de bachelier, mais traînait son cours de stats de première depuis 3 ans. Et je lui dis, tiens, il y a ces 3 MOOC-là qui sont vraiment bien faits sur statistiques pour les sciences humaines. Elle a suivi ces MOOC-là et elle a réussi l'examen. Parce qu'en fait, son prof, c'est un prof de stats pur qui ne mettait pas en contexte en sciences sociales et humaines. Donc c'était juste un prof de stats. Donc voilà, ça peut servir à ça aussi. Alors j'ai mis 2 petits liens dans ma présentation, mais ça vous montre un petit peu les top 197 ou les top 100, je pense, chaînes éducatives. Il y a des chaînes partout. On a créé des chaînes YouTube après les MOOC. Donc quand on crée des MOOC, on crée beaucoup de vidéos. Et ces vidéos-là, on les rend publiques après les MOOC via les chaînes YouTube. Et donc, une première chose, quels sont les critères à votre avis qui sont intéressants pour savoir si la vidéo est cohérente? Vous cherchez sur YouTube une vidéo qui explique un concept. Comment savoir que la personne que vous écoutez est quelqu'un de pertinent? On regarde le profil, on regarde la chaîne où elle vient. Si c'est une chaîne qui vient d'une université, c'est déjà plus rassurant. On va cliquer en amont, voir c'est quoi cette chaîne, c'est quoi cette université, est-ce qu'il y a d'autres types de productions qui sont faites. Ok. On voit si c'est commercial ou public, c'est important aussi. Il faut regarder la durée aussi. On verra tantôt, mais il y a des critères très clairs de durée d'une capsule pédagogique pour que ça soit efficace et cohérent. D'autres critères? La langue. Vous avez déjà essayé les sous-titres automatiques du Zoom? Oui, c'est drôle. C'est drôle. Mais ça marche pas mal quand même. C'est mal. À 80%, c'est bon. Non, j'ai jamais essayé le polonais. Si vous allez sur des langues particulières, anglais, français, chinois, c'est assez clair parce qu'il y a beaucoup d'intelligence qui nourrit derrière via les systèmes de traduction que les gens enrichissent. Mais voilà. Donc on vit dans un monde où le multimédia est omniprésent et YouTube fait vraiment partie du monde de nos étudiants. Alors, c'est une anecdote que je raconte tout le temps, donc je vais le dire pour la dernière fois aujourd'hui. Mais j'étais à Québec à l'Université Laval au mois de février avec Emmanuel Sylvestre et on se promenait dans les cafétérias là-bas. Et les cafés d'étudiants au Canada sont gérés par les étudiants. Et donc, ils ont vraiment aménagé les espaces comme des vrais lieux de travail pour les étudiants. Et en fait, on passait près d'une jeune fille qui étudiait, elle était en train de regarder une vidéo. Et donc, je lui ai dit, tiens, je me suis excusé de la déranger. Et puis, elle m'a expliqué qu'en fait, elle était étudiante en biologie, c'était un cours de biomécanique, et qu'en fait, elle était en train de regarder une vidéo, mais ce n'était pas une vidéo de son prof, c'est une vidéo d'une autre université qui publiait des vidéos. Et elle expliquait que c'était courant pour elle, pour se préparer au cours, d'aller browser comme ça, fureter le web pour trouver des petites explications de phénomènes. Et la vidéo du prof n'était pas exceptionnelle, on verra les typologies tantôt, c'était simplement un PowerPoint un peu animé avec la capsule vidéo de la tête du prof en dessous. Donc c'est pas quelque chose de très techniquement complexe. On verra tantôt que ça peut faire le job, comme on dit au Québec. Et voilà, et en fait, depuis ce moment-là, j'essaie de prendre des petites photos à gauche à droite, mais je les garde pour moi parce que c'est de dos, mais il y a beaucoup de gens lui disent que je vois qui font ça aussi. Donc quand je me promène dans les faites l'expérience chez vous, dans les cafés, c'est pas rare, quelques fois par semaine, que je vois des étudiants qui sont en train de regarder des vidéos. Et c'est pas des vidéos de musique ou autre, enfin ils regardent ça aussi, ils le pendant les courses. Parce que sérieux, c'est après quoi. Alors,
J'avais mentionné dans la petite accroche de cette journée aujourd'hui un petit peu une enquête faite par Pearson en 2017 qui était assez intéressante. Elle comparait un peu la génération Z et la génération X. Bon, après Z, on est un peu dans l'ennui parce que voilà, moi je suis d'Alix, moi, on est vieux, et YZ. Y c'était la génération un peu numérique et Z c'est la post-numérique. Donc génération Z, c'est les gens qui sont nés après 2000 en gros. Et l'enquête comparait les usages que les étudiants nés après 2000 et puis ceux de la génération avant, la génération Y, la connectée, mettaient en place. Et on voit ici par exemple, dans le comportement en ligne, la génération qui celle qu'on connaît maintenant chez nous, elle passe 80% de son temps, enfin 82% de ses usages sont à YouTube, à Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter. Ça évolue très vite, mais on se rend compte que Facebook reste quand même le premier média social utilisé par nos étudiants. Quand on va un peu plus loin, on voit ici que les étudiants regardent beaucoup plus de vidéos en ligne dans cette génération-là que la précédente. Finalement, on regarde très peu de films. Ce qui est intéressant pour nous, c'est quand on leur pose la question de savoir c'est quoi votre outil d'apprentissage préféré, votre médium préféré d'apprentissage, là on a un réel shift, puisqu'on se rend compte que 59% de cette génération préfèrent YouTube comme support d'apprentissage. Viennent ensuite les interactions en groupe de travail, viennent ensuite les applications d'apprentissage et les jeux interactifs, et les print books, ça vient en quatrième position, enfin c'est ex-aequo je pense, oui, ex-aequo en dernière position. Donc on a vraiment un shift qui commence à se mettre en place, qui n'était pas trop le cas de la génération précédente, où on a des étudiants qui sont plus sur des vidéos que sur des bouquins. Alors la question c'est peut-être déjà de se dire, ok, on va peut-être transformer nos bouquins pour les rendre plus interactifs, c'est des maisons d'édition qui font ça de plus en plus. Et des petits logiciels, je pourrais vous en laisser un qui est très bien par des Égyptiens qui s'appelle Kotobi, qui permet de faire un e-book. Un e-book, c'est un bouquin multimédia, vous pouvez mettre de la vidéo, de l'interaction, quiz, etc., du texte. Et il y a des éditeurs d'e-book assez faciles qui vous permettent de, comme avec le logiciel de PowerPoint, mettre vos textes, vos images, vos vidéos. Ils produisent ça en application et vos étudiants peuvent le télécharger et avoir un apprentissage plus interactif. Donc la question du bouquin, il faut l'avoir au sens large du terme. Ce n'est pas le bouquin papier. Moi j'ai toujours besoin d'un bouquin papier. Eux aussi, ce schéma-là ne vous montre pas que ça n'existe plus. Tu sais sur quel type de pédagogie, enfin, dans quel type d'université ça a été fait l'étude? Je pourrais donner la référence. Parce que je ne sais pas si ça joue pas comme rôle aussi important, savoir quel type de pédagogie on met en place. J'ai pas l'info ici, mais l'étude, je l'ai référencée, c'est l'étude Pearson 2017, donc toute l'étude, le rapport complet avec l'explication du protocole, je pense que c'est sur 2500 étudiants plutôt en Amérique du Nord, mais il n'y avait pas vraiment de déterminant sur pédagogie utilisée, parce qu'en fait, ça reste quand même assez uniforme. Je veux dire, aujourd'hui, dans les pédagogies qui n'utilisent plus les enseignants, enfin, où il n'y a plus de trous, on se rend compte que les étudiants vont vraiment massivement lire. On a des collègues qui font de la Team Academy, et ils avaient découvert que leurs étudiants lisaient en moyenne 40 bouquins par année. Chose qui est incroyable. Chez nous, s'ils lisent un demi-bouquin, c'est vraiment c'est pénible, quoi, et il faut vraiment les forcer, quoi. À comparer, en fait, cette étude-là, c'était une étude qui voulait voir un petit peu les principes, les habitudes d'apprentissage générationnel. Maintenant, moi, de ce que je constate, j'ai deux grands-enfants qui sont à l'université, et c'est clair que celle qui est en droit, elle est encore dans ses bouquins, mais celui qui est en médecine, il est beaucoup dans la vidéo, déjà. Il est beaucoup dans l'expérientiel, on verra tantôt, parce que faire de la vidéo, c'est bien, mais on peut faire de la vidéo hyper transmissive aussi, c'est peut-être pas le but. Quoique du bon transmissif, c'est utile aussi. Mais il y a toute une approche expérientielle qui prend la place maintenant. Alors cette étude, elle montrait encore quoi? 55% des gens de la génération Y estiment que YouTube a contribué à leur éducation. C'est seulement pour l'enseignant. Hein. Maintenant, je vous rassure, pour être autonome dans l'apprentissage, ça nécessite des compétences extrêmement pointues. Donc le mythe de l'étude du jeune Indien de 12 ans qui va sur Cannes,
Et sur les MOOC qui devient ingénieur, ça existe, mais il y en a deux, quoi. Donc, enfin, c'est quand même, ça demande beaucoup de compétences très pointues, d'être autonome dans l'apprentissage. Donc c'est pour ça que nous, on a ce rôle-là de véhicule de méthode de travail. Alors, pourquoi est-ce qu'on vit dans un monde dans lequel la pédagogie, enfin, dans lequel le numérique est important? Le numérique a fait que la pédagogie et ses formes d'expression évoluent. Donc il y a des termes qui sont là, les 4 termes, on va voir ensemble après qu'est-ce qu'on met derrière. Quand on travaille ces 4 termes-là, il y a le terme MOOC, le terme Blended Learning, on transforme ça en hybride chez nous, mais c'est peut-être pas un bon terme. Il y a un terme qu'on connaît très peu qui est le Inverted Blended Learning. Il y a un mot que j'ai utilisé beaucoup dans l'anglicisme, pas parce que je suis belge qui a Jean-Claude Van Damme, mais simplement parce que en numérique, c'est quand même les anglo-saxons qui sont 15 ans, 20 ans devant les francophones. Et donc, vous allez avoir beaucoup de définitions en anglais, parce que moi j'ai quand même beaucoup de difficultés, ne étant pas traducteur. Je peux traduire une définition en anglais et en français, mais je trouve que je risque de sortir de l'original. Et donc, toutes les définitions que je vous montrerai, elles seront dans la langue originale. On pourra les commenter ensemble.